Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Reviendront-ils les jours heureux? Reviendront-ils? Est-il interdit de rêver, d'avoir enfin des dirigeants imprégnés du sens de leurs responsabilités, des grands serviteurs de l'État, dont les charges ne sont pas que des honneurs, des privilèges et des prébendes, ou pire encore, des sésames pour se servir à la caverne d'Ali Baba? Reviendront-ils les matins calmes dans des villes propres et odoriférantes de jasmin, dans ces ruches bienveillantes, vibrantes de vie, où les gens se rendent à leur travail la mine avenante et le sourire indulgent? Assisterons-nous un jour à l'avènement d'une première république, celle que nous avaient promise ceux qui nous avaient tout donné jusqu'à leur vie? Nous en rêvons tous, nous attendons la réalisation de cette promesse sacrée. Nous sommes un peuple né d'une douloureuse gestation, pétri de malheur, d'oppression, d'injustice. La longue nuit coloniale n'a été suivie que d'une aurore fugace. Nous sommes passés trop vite d'une atroce servitude à une allégresse ingénue. Nous n'avons pas su nous prémunir de ceux qui sont sortis de nos rangs et qui nous ont volé l'indépendance pays au prix du sang et des larmes. Ils nous ont trompés, ils nous ont corrompus, ils nous ont montés les uns contre les autres, ils nous ont pourri la vie. Nos villes sont devenues des ruches désertées de leurs abeilles dorées. Les rires des enfants se sont tus, les sourires se sont mués en des rictus désabusés. Les nouveaux maîtres ont fait main basse sur nos richesses, ils nous pillent ouvertement puisque la justice est à leurs pieds. Ils pétrissent les lois comme cela leur convient le mieux puisque le Parlement est dans leur niche. Ils nous menacent de nous vaporiser de flitox puisque nos soldats, nos gendarmes et nos policiers sont leur armée dont ils ont usé pour nous tuer et nous réprimer. Ils nous ont cernés de leur garde chiourme, ils ont fait du FLN, de l'UJTA, nos forces d'avant-garde, des relais de leur turpitude, des carcans de la liberté, pour nous enfermer dans des logiques de corruption et de mensonges. Ils ont vidé leurs propres institutions de toutes les prérogatives qu'ils ont eux-mêmes inscrites au fronton de leur succédanée de république. Et comme toutes les médiocraties mortifères, le régime qui s'est accaparé de notre pays se précipite lui-même vers sa propre destruction, entraînant notre pays et même l'avenir de nos enfants vers des abysses dont nous ne reviendrions pas, dont nous ne reviendrons plus si nous ne réveillons pas de ce profond coma où nous avons été plongés des décennies durant. Mais une dynamique est en marche, des forces vives et saines constituées d'hommes et de femmes intègres se lèvent et nous interpellent. Ils nous disent qu'il y a péril en la demeure et qu'il ne nous reste plus de temps. C'est l'alarme. L'heure est venue pour nous tous, dans nos différences et même dans nos divergences, de nous rassembler pour éteindre le feu qui est en notre maison. Maintenant ou jamais. Aujourd'hui, nous allons parler de ces périls et de la nécessité de nous organiser. Nous le ferons comme d'habitude par le biais d'une vidéo et de deux titres de presse. Le premier, une vidéo de Rachid Nekez qui s'improvise comme enquêteur citoyen sur les biens des barons du régime à Paris. Ensuite, un article du Soir d'Algérie. Gouvernement Sellal, la curieuse absence de Ouyahia et Belkhadem. Et enfin, celui de Libre Algérie. Il n'y a pas de presse libre, il y a quelques journalistes libres. Avec nous, pour dire des choses et d'autres sur ces extraterrestres qui nous gouvernent, Rachid Nekez, ex-candidat au présidentiel, et Mohamed Khawani, ingénieur et opposant au régime d'Alger. Rachid Nekez, vous êtes avec nous?
Il semble que nous l'ayons perdu. Mohamed Khawani, vous êtes avec nous? Cela va de soi, mon cher. Comment vous allez? Très bien, merci Mohamed d'être avec nous. Merci de tout cœur. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Vous me faites honneur. J'y assiste en ma qualité de Mohamed Khawani, mais avant tout en ma qualité de membre du MLC. Vous parliez justement de ces mouvements qui veulent à tout prix créer une certaine synergie qui est devenue quasiment absente. Et cela m'honore d'autant plus. Merci beaucoup. Merci de faire connaître votre mouvement que je connais de réputation, qui est actif déjà sur les réseaux sociaux. Et que nous espérons voir un jour sur le terrain. Dites-moi, je vais projeter une vidéo. Nous pensions la faire commenter par Rachid Nekaz. Malheureusement, nous l'avons perdue. Je vous demanderai de la visionner et on en parlera après. Vidéo, s'il vous plaît. La majorité des Algériens vivent dans les quartiers Pelle, les banlieues. Il y a une petite minorité d'Algériens qui vivent dans les très beaux quartiers de la capitale française. Et nous allons rendre visite à un de ces Algériens. Là, nous sommes au niveau de la place Barbic. Et là, nous allons approcher de la rue en question. C'est la rue de la Bienfaisance. Où il y a des sociétés qui louent des appartements et des bureaux de haut standing. Et nous approchons enfin de l'adresse. C'est le 48 rue de la Bienfaisance. Donc c'est un endroit particulier puisque c'est la presse française qui a révélé qu'à cet endroit précis, il y aurait une société civile immobilière qui s'appellerait Agir et qui serait détenue par la fille du patron du FLN, c'est-à-dire Madame Kenza Saïdani, dont le papa s'appelle donc Ammar Saïdani. Que reproche-t-on dans la presse française à Monsieur Ammar Saïdani? On lui reproche non seulement d'avoir un compte bancaire où il y aurait 300 millions d'euros, mais on lui reproche aussi d'avoir une société immobilière qui louerait des appartements de haut standing. Donc ce que nous demandons, puisque cette affaire est en train de salir l'image à la fois du FLN et surtout l'image de l'État algérien, car nous sommes en France, c'est que je demande officiellement à l'ambassade d'Algérie qui se trouve à 300 mètres d'ici, ainsi qu'à son attaché militaire, puisque le président Abdelaziz Bouteflika a dit que désormais ce serait l'armée qui enquêterait sur les affaires de corruption. Donc nous demandons officiellement à l'ambassade d'Algérie et à son attaché militaire de procéder à une enquête pour déterminer si les accusations de la presse française sont vraies ou sont fausses. Et ainsi, si M. Saïdani est innocent, tant mieux pour lui, mais si ce n'est pas le cas, il faudra mettre toute la lumière sur cette affaire. Donc nous allons voir rapidement si on peut rentrer. Voici la société en question, la société Agir. Allons-y. Donc on a bien vu qu'il y avait deux entrées dans cet immeuble-là. Donc maintenant, la parole est à l'ambassade d'Algérie et à son attaché militaire. Salam alaikum. Alors, Mohamed Khawani, voilà donc la société Agir à la rue de la Bienfaisance. On ne peut pas mieux choisir. Bien agir dans la rue de la Bienfaisance, se faire du bien à soi-même, agir pour soi-même.
Un monsieur dont on nous dit qu'il a une carte d'immigré, un simple immigré, une carte de 10 ans. On nous dit qu'il a 300 millions d'euros et des biens donc immobiliers. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed? Ce n'est que la face apparente de l'iceberg. En fin de compte, ces gens-là ont perdu même le sens de la défense. Même dans leurs méfaits, ils ont perdu ce sens. Dans le sens où ils conçoivent que derrière, il n'y a pas de citoyen capable de défendre ses droits, capable de défendre ses biens, tout court. Et donc, maintenant, ils osent même se pavaner avec ce qu'ils ont volé. Ils n'ont aucune honte à l'afficher, alors que le nombre d'Algériens qui vit des décharges publiques ne cesse d'augmenter de jour en jour. Cela prouve à quel point, justement, ces gens-là méprisent ce peuple. Cela ne peut être attribué et compris que dans le sens du mépris. Oui. Sinon, oui. on ne pourrait accepter ça. Je ne pense pas que un dirigeant, quel qu'il soit, politique ou autre, dans d'autres pays, même si ça lui arrive de se faire corrompre, eh bien, je ne pense pas qu'il ait justement cette indécence d'afficher ça dans la clarté du jour et de se foutre éperdument de ce que peut penser le simple citoyen que moi je suis ou que vous êtes vous-même. Alors, on dit que ce monsieur n'est qu'un petit baronnet, ce n'est pas un grand baron du régime, qui n'est que l'arbre qui cache la forêt, et que ces 300 millions d'euros, si tant est qu'ils existent, ne sont que de la petite monnaie à côté des fortunes colossales que les vrais barons du régime, ceux qui sont dans le premier cercle, ont amassées. Il ne fait aucun doute là-dessus. C'est très très simple. On va faire un calcul, tout ce qu'il y a de simple. Je ne sais pas si le simple Algérien a une idée de ce que peut représenter 1 milliard de dollars. Je ne sais pas. Mais juste pour faire un calcul assez cartésien, j'allais dire que 1 milliard de dollars, c'est tout bonnement et tout simplement 1000 millions de dollars. Oui. C'est aussi simple que ça. Oui. Donc, imaginons un petit peu 1000 millions multipliés par 800. Ça fait 800 000 millions de dollars. Oui. Alors, quand on voit le peu avec 800 000 millions de dollars, c'est le continent africain tout entier qu'on pourra rebâtir à partir de zéro. Ce n'est pas uniquement l'Algérie. Ils sont en train de nous tarabuster avec ces idées de sécurité territoriale, etc., etc. Eh bien, avec 800 milliards de dollars, on aurait pu non plus bâtir uniquement l'Algérie, mais la Tunisie et le Maroc ensemble. Et là, on se serait assuré une sécurité ancestrale. Mais Mohamed, que pensez-vous? Très franchement, moi j'ai été plus choqué. J'avoue que c'est complètement absurde, mais je ne sais pas, ce qui m'a le plus frappé, en plus de ces biens et de cet argent supposé, moi ce qui m'a frappé, c'est que le patron du FLN, qui généralement fait de la France coloniale son fonds de commerce privilégié, dispose d'une carte de résidence d'immigré. C'est quand même incroyable. Ce qui est incroyable, c'est encore pire que ça. C'est que la plupart de ces malfrats, ils ont même une double nationalité. C'est encore pire. Et ils nous ont de tout temps trimballés en manipulant justement ces symboles qui parlaient de Moujahidine, de Sawra, de Sawrat al-Amjad, de Awal November, de Khamsa Jouilia. Ils ont de tout temps monnayé ce symbole à leur guise. Oui. Ces symboles ont tout le temps été leur fonds de commerce. Et là, on en est arrivé au point de savoir qu'au contraire, ils sont les premiers à cracher dessus. Non, mais que pensez-vous, Mohamed, que pensez-vous cette affaire n'est pas tombée, c'est pas le fruit d'une investigation journalistique, on n'est pas assez naïf pour le croire. On connaît la méthode du régime, généralement, des clans qui règlent leurs comptes par presse interposée, qui balancent des dossiers à des journaux, et cette fois-ci, ils ont balancé un journal français, ce qui fait que ça est monté d'un cran, mais nous savons tous que
tous les barons du régime, y compris les petits baronnets, tout le monde a des appartements au moins à Paris, si ce n'est des résidences somptueuses, des sociétés écrans. Ils ont des actions en masse dans des sociétés cotées en bourse. Ils sont présents aux États-Unis, au Venezuela, dans les Émirats arabes. Nous le savons, nous le savons. Mais d'après vous, pourquoi cette affaire a été sortie pour descendre Saadani en flammes? Qui est derrière et pourquoi, selon vous? À mon sens, il faut bien un bouc émissaire. Maintenant, ils sont en train de se décrédibiliser l'un l'autre, sans plus. Mais le système en lui-même, il sortira toujours gagnant. En fin de compte, on oublie que ce système, il a été bâti par les petites gens, les petits directeurs centraux, les petits directeurs de département, les petits chefs de daïra, etc., qui eux-mêmes ont été placés justement par, il faut le rappeler, par le site Soufir, qu'on a tendance à oublier ces temps-ci. Et c'était lui-même, d'ailleurs, il y avait une loi qui était votée dans ce sens, où on ne pouvait en aucun cas accéder au titre de cadre de l'État si une enquête et si on n'a pas eu, l'aval de ce service. Oui. D'une part. D'une autre part, maintenant, moi, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi, justement, avoir ce besoin à tout prix d'assurer ses arrières? C'est parce qu'ils savent qu'il n'y a aucun avenir en Algérie. C'est eux qui ont bâti ce désastre. Ils sont à même de savoir que l'Algérie, si ça continue comme ça, l'implosion, et c'est pas eux qui vont la vivre. Eux, ils veulent bien que leurs enfants soient en France, soient en Angleterre, qu'ils aient des biens, qu'ils aillent un petit peu bénéficier de toute cette manne qu'ils ont mis de côté. Si l'Algérie doit flamber, qu'elle flambe. C'est le dernier de leurs soucis. Donc, pendant qu'ils font sombrer ce pays corps et biens, eux, ils placent leur argent à l'étranger, ils installent leur famille. C'est inquiétant. Ça veut dire que eux-mêmes craignent que le pays ne s'effondre. Donc, les rats sont en train de quitter le navire, si je comprends bien. Les rats n'ont jamais eu l'intention de rester dans ce navire. Ils ont toujours eu l'intention juste de bénéficier de tout ce qu'ils peuvent amasser de ce navire et ils savent que leur vie sera faite ailleurs. D'ailleurs, la vie de leur famille, déjà, maintenant, elle est faite ailleurs. Je voudrais bien que quelqu'un me dise si un ministre expose ses enfants au système éducatif algérien, si sa famille, elle subit la mascarade du système de santé algérien. Si, je ne sais pas, sa femme fait son marché à Bab el-Oued. Je voudrais bien le savoir. Ça n'existe pas. Ce peuple doit comprendre que, définitivement, ces gens-là sont la pire espèce d'aliens opportunistes qui puisse exister sur Terre. Alors, oui. Alors, j'aimerais revenir sur cette histoire de règlement de compte de clan. Je vais lier avec l'article du Soir d'Algérie, la curieuse absence de Yahya Ibn Khadem dans le gouvernement. Est-ce que ce ne serait pas lié à cette guerre larvée qui, paraît-il, a déjà lieu pour le poste de vice-président? Est-ce que ces deux autres concurrents ne l'ont pas miné avec cette affaire pour l'écarter de cette vice-présidence qu'il briguerait lui aussi? Là-dessus, permettez-moi un petit peu de faire preuve d'une certaine sincérité et de ne pas aller dans le même sens de l'idée. Oui. Pourquoi? Parce que tout bonnement et tout simplement, maintenant, ce que fait ce système et tous ces jeux dans lesquels on veut à tout prix nous noyer, c'est ça ce qu'on appelle noyer le poisson dans l'eau. Parce que est-ce que réellement le fait que le poste de vice-président existe, que Belkhadem soit un conseiller, ne le soit pas, et cette presse justement qui veut à tout prix, au lieu de s'atteler, au lieu de mettre le jour sur les questions qui doivent être posées et qui relèvent du sort de cette nation, de son futur proche, eh bien non, la rue doit être alimentée par des ragoûts pareils. Belkhadem ainsi que Yahya,
ne sont que les larbins de ce système, sans plus. Oui, Qu'ils oui, aient déclaré, oui. qu'ils n'aient pas déclaré, qu'ils aient monté, qu'ils aient descendu, ils resteront toujours Oui, au Mohamed. service ou là aux alliés. Mohamed, on est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord. Mais moi, j'essaie d'expliquer, de m'expliquer pourquoi Saadani. On sait que ce n'est pas le seul qui a détourné des sommes faramineuses. Loin s'en faut. C'est peut-être un périphérique par rapport à ceux qui prennent des milliards de dollars, comme vous disiez tout à l'heure. Mais on voudrait bien essayer de comprendre qu'est-ce qui a motivé cette fuite d'informations, cette révélation qui tombe comme ça du jour au lendemain dans le journal de Nicolas Beau. Au fait, je pense que Saadani, c'est le bouc émissaire parfait. C'est un ignare, un analphabète trilingue, quelqu'un qui a été parachuté sans le savoir. Le gars, il a acquis un poste, il n'a jamais su le dimensionner réellement. Et c'est quelqu'un qui ne détient rien sur personne. C'est quelqu'un à qui on doit alimenter, lui demander de dire ce qu'on a envie d'entendre, et ça s'arrête là. Par contre, toucher à certaines têtes qui elle a aussi bien été comment dire, elle a aussi bien corrompu que elle a été corrompue. Donc les loups ne s'entre-dévorent jamais. Eh bien justement pour lier encore avec l'autre article de Libre Algérie, il n'y a pas de presse libre, il y a quelques journalistes libres. Justement, pourquoi la presse algérienne, d'une manière générale, n'attend-elle que lorsque des dossiers lui tombent du plafond pour en parler? Ça veut dire qu'elle se fait le porte-voix de clans qui se règlent leurs comptes les uns avec les autres par presse interposée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette presse où il est question, le titre est très évocateur, il n'y a pas de presse libre, il y a quelques journalistes libres. Et d'ailleurs, je leur rends grâce, ces journalistes libres. Ils méritent tout le respect du monde parce que ils en font de la chair à canon tous les jours, que Dieu fait. Et malgré ça, ils sont là, ils existent encore, ils luttent avec toute leur force, et on doit à tout prix tahiyat ijlal, comme on dit. Mais il faut dire que la presse est une institution, est une compagnie, est une entreprise, comme toute autre entreprise. Et le nerf de la guerre a toujours été l'argent. Donc oui. Le journaliste est aussi, avant et après tout, c'est un fonctionnaire qui a besoin de se nourrir, qui a besoin de... Maintenant, l'État ne garantit que ça. L'État garantit. La plupart de ces journaux, c'est à peine s'ils font à peu près 3000 exemplaires par jour. C'est à peine, on va dire. Oui. Ces 3000 exemplaires par jour, si ce n'était pas l'ANEP qui les alimentait en publicité, eh ben, ils ne pourront jamais... de toutes les façons, on trouvera toujours le moyen de leur barrer la route d'une manière ou d'une autre. Et depuis le temps, de toutes les façons, notre presse, à nous, comment elle a été constituée dans l'histoire? Elle a été constituée au travers de revendications populaires et beaucoup plus populistes, j'allais dire. Elle a de tout temps fait dans le clientélisme, en nous vendant Thawra Sénaïa à l'époque de Boumedienne ou Thawra Ziraïa ou Thawra Saqafiya, etc., etc. Donc, la tradition de la presse libre est une expérience très, j'allais presque dire fétale. Oui, oui. Et là, on s'aperçoit que, justement, eh bien, elle a atteint ses limites, cette presse. La preuve en est que maintenant, la plupart des Algériens, ils font leur marché d'information sur les réseaux sociaux, c'est pas sur les journaux. Mohamed, justement, on dit, selon le journal Watan, que le nouveau ministre de la presse, moi c'est comme ça que je l'appelle, puisque l'Algérie a un ministre de la presse, bon. On dit que El Watan l'a révélé, elle en assume la responsabilité donc, que c'est celui qui signait sur TSA, Rani Guedoui, celui à qui les réseaux sociaux ont attribué la chita d'or. Et le monsieur était chargé du service presse de
Je me la rappelle campagne électorale. Non, de Djizi, je crois, ou de... Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et donc, il dictait ses lois déjà à certains journalistes, parce que sinon, il leur coupait la publicité qu'il leur donnait directement. C'est fait tout le monde a été récompensé pour ses bienfaits, donc pourquoi pas lui? Oui. On peut citer un tas d'exemples de ministres qui se retrouvent justement dans ce gouvernement fantoche. À mon sens, Wallah al-Adim, la sa prise de ridicule. On disait que le ridicule ne tue pas, nous on est en train de vivre un ridicule meurtrier. Oui. C'est aussi simple que ça, il n'y a aucune stratégie. La preuve, quand on parle d'un gouvernement technocrate, ça veut dire que déjà, le siège politique n'existe plus. Il n'y a plus de cadre politique où ils ont complètement déserté et ils ne font plus confiance justement à ce gouvernement. Et sur la composition du gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez sur les origines régionales? Je ne me serais pas permis de poser une telle question si ce n'était pas devenu une tradition de nommer la plupart des gens d'une certaine région. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed? Je suis aussi de Tlemcen, j'avais revendiqué un poste de ministre, mais il ne m'a pas été donné, malheureusement. Donc... vous pouvez attendre, Mohamed, vous allez attendre longtemps, vous. Vous risquez pas, il n'y a aucun risque. Mais sinon... Oui. En fait, ce qui se passe, c'est un serment d'allégeance qui a été fait au préalable. Le clan Bouteflika, et je rappelle aux gens qui ne connaissent pas l'origine de la famille Bouteflika, au fait, il s'appelle Bellazar, qui est un clan qui est d'origine de Nadrouma. Donc, il s'est toujours entouré, justement, de gens qui lui ont fait un serment d'allégeance. المفهوم تاع اللغه العربيه مفهوم الولاء والبراء يعني on ne pose pas de questions, on reçoit des ordres et on les applique. Ils ont boosté, ils ont manipulé, ils ont traficoté, ils ont tout fait pour qu'une momie, quelqu'un qui n'est pas en mesure de prendre en charge ses propres besoins naturels, soit à la tête de la présidence. Il fallait bien les gratifier de quelque chose. D'autant plus que, depuis quand, chez nous, un ministre décide d'une certaine stratégie, ça s'arrête là. Oui. Donc ça va continuer dans le même contexte, et c'est tout, sans plus. Ils savent très très bien, ils l'ont déjà fait, ils l'ont déjà prouvé, que l'honnêteté, l'intégrité, ne fait pas avancer une carrière avec ces gens-là. Sachant, Mohamed, sachant que ce n'est pas Bouteflika qui a désigné ce gouvernement. Là, on est tous d'accord sur ça. Et comment alors, selon vous, moi, je n'en reviens pas. Ça veut dire, qui sont les gens qui sont derrière? Qui sont les forces qui sont derrière? Est-ce qu'il y a, d'après vous, des forces étrangères qui sont sur le tableau de bord? Moi, je vais vous dire une certaine perception des choses qui peut paraître peut-être bien très anodine, mais je vais quand même le dire. Assez brièvement, Mohamed, parce que nous sommes à la fin, mais je vous laisse poursuivre. Vous savez, quand il y a eu les scandales de Sonatrach, etc., en fait, les entreprises qui ont été impliquées là-dessus, les multinationales, quand on parle de Saipem ou de Eni au fait, ceci a dévoilé pas uniquement des compagnies, mais aussi des têtes qui étaient bien placées dans certains gouvernements à l'étranger. Maintenant, essayons, et ça a dévoilé une autre vérité qui disait que pour faire affaire en Algérie, il faut à tout prix passer à la caisse. Il y a une corruption, il y a. Donc, qu'en-est-il de British Petroleum? Qu'en-est-il de Honeywell? Qu'en-est-il de Halliburton? Vous allez me dire qu'ils ne sont pas passés à la caisse. Moi, je dis que lorsque Berry est passé en Algérie, c'était pour donner des directives. C'était clair, net et précis. Maintenant, tout le monde, et plus précisément, ces grands lobbies, ces multinationales qui représentent beaucoup plus que l'échelle d'un simple État, eh bien, ils ont intérêt à ce qu'un royaume qui s'appelle Bouteflika soit instauré en Algérie. Merci. Personne ne peut mieux assurer leurs intérêts
qu'un état des faits tel qu'il se présente en Algérie. Merci Mohamed Khawani, en espérant vous revoir bientôt sur El Magharibiya. Sur ce, nous sommes donc arrivés à la fin de l'émission. Je vous dis merci, au revoir, salam alaikum.